go, totalement perdu. Et on va arriver au niveau des détails comme, mais moi, ma question, oui, je ne peux pas être un être humain et être insensible aux souffrances des autres. Surtout que le type qui vient demander d'emploi chez moi, il vient pour deux objectifs. Se satisfaire, mais se réaliser et contribuer au développement ou à la réussite de mes affaires. Mais comment se fait-il que moi qui le reçois, je perds carrément qu'il est un être humain? Celui qui vient, il a deux objectifs. Il veut se réaliser. Quand j'étais jeune, je crois, j'avais lu quelque chose. Le travail a vilé l'homme. Mais moi, je dis le travail réalise l'homme. On est ici, mon écriture, ça diffère de l'écriture de Marie-France. Ça diffère de l'écriture de Ama. Est-ce que je me réalise par mon travail? Est-ce que mon employeur sait que je viens me réaliser par le travail? Je ne viens pas au travail pour me détruire. Je vais laisser Marie-France, du moins, pardon. Ça, c'est une belle analyse de M. Yao qui dit « Je ne viens pas au travail pour me détruire ». Qu'en pense Marie-France? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Je pense et donc, une des questions qu'on doit se poser comme individu, c'est donc comment est-ce que je vais me réaliser? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Où est-ce que je vais justement chercher cette énergie, cette force qui fait que je vais être satisfait, mais aussi contribuer? Si on est, par exemple, un employé ou encore si on est entrepreneur, qu'est-ce qui fait que je vais accomplir mes objectifs personnels? Puis je pense que connaître ça, savoir exactement ce qui nous motive dans la vie, c'est particulièrement intéressant. Et c'est intéressant pour l'employeur aussi, parce que c'est de savoir qui on a devant soi, justement. Et puis, justement, comme quelqu'un qui conseille des gens qui cherchent un emploi, donc de pouvoir saisir ça aussi, de pouvoir guider. On parlait, entre autres, avant d'entrer en ondes, on parlait de parentalité. Donc, quel est le rôle du parent aussi? Est-ce qu'on guide ou est-ce qu'on doit diriger son jeune vers un créneau en particulier? C'est sûr que dans le monde actuel, l'actualisation de soi, ça passe vraiment par des expériences, par un sens clair de ce qu'on veut, puis ce qui nous motive dans la vie. Et ça, c'est très différent d'une personne à l'autre, comme le disait Amos. Alors, il faut savoir ça, il faut savoir reconnaître ça. Mais pour rester juste pour revenir à vous, Marie-France, si vous permettez, si je peux vous appeler Marie-France. Oui. Donc, pour rester juste dans ce cas, ces chiffres que nous avons énumérés, est-ce que ces chiffres vous parlent-ils exactement? Ben oui. Écoutez, les taux d'anxiété, de dépression aussi sont très élevés au Canada. Et comme vous dites, ça dépasse des maladies qu'on pense qui sont chroniques au Canada. 6,7 millions de personnes, environ 20% de la population du pays, vivent avec une maladie mentale ou éprouvant un problème de santé mentale. Absolument, absolument. C'est très inquiétant. Puis, il y a des phénomènes aussi. Il y a des études qui se font au Canada dans différentes régions où est-ce qu'on étudie, par exemple, le taux d'alcoolisme ou encore d'utilisation de l'alcool pour, on peut imaginer pour justement enlever un peu le stress et tout ça. Et puis, ça aussi, dans certaines régions, c'est en hausse. Je soupçonne qu'il y a un lien aussi assez clair entre l'utilisation de l'alcool ou du cannabis et tout ça et le taux de stress et l'anxiété qui est vécu par les gens. Donc, c'est clair que c'est un phénomène de société et puis c'est quelque chose qui doit nous préoccuper au quotidien si on est employeur ou si on travaille dans les organisations et comme entrepreneur aussi. Parce que comme entrepreneur, puis Emma le sait, on est on est le moteur de notre entreprise. Hein? C'est très important d'être en santé puis de pouvoir aussi gérer son temps et ses énergies. Oui. Je pourrais passer le micro aussi à Ama. Oui, bien sûr. Ama, ça te parle un peu quand même quand on voit les chiffres qu'on vient de dire tout de suite. C'est assez effrayant de voir tout cela. Quand on sait qu'en 2020, la dépression se classera au 2e rang mondial derrière l'insuffisance coronarienne. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour revenir à ce thème, la santé mentale. Oui, la santé mentale, disons que c'est un sujet que je connais un peu puisque j'ai fait une technique de travail social
Et on a eu à étudier vraiment le sujet et le chapitre, en fait. On a eu un cours de session, en fait, sur le sujet de santé mentale. Donc, voyant les chiffres ou bien en attendant les recherches qui ont été faites encore les dernières années, moi, je ne suis pas surprise que on arrive à ces chiffres-là et que ça augmente de plus en plus. Moi, en fait, Marie-France a dit tout à l'heure, il y a une chose, et Monsieur Yao aussi a dit une chose, la motivation, notre détermination, le but et notre accomplissement. En fait, dans le milieu de travail, moi je peux dire que notre motivation va faire en sorte que même si on suit des choses ou bien si on est victime de quelque chose, nous on se dit en fait que je suis là pour un but, je vais juste accomplir ma mission et rentrer chez moi. Donc du coup on ne pense pas vraiment aller chercher de l'aide puisque c'est un cercle en fait, parce que tu dois payer ton loyer à la fin du mois, tu as des problèmes à régler, spécialement nous qui venons d'ailleurs aussi, on doit mettre la main pour aider les autres qui sont restés. Donc du coup, nous qui sommes là, qui vivons qui avons ce problème, on ne fait pas d'effort d'aller chercher de l'aide et on va rester là-dedans jusqu'à ce qu'un jour, ça s'aggrave et ça devient pire. C'est en ce moment qu'on va se réveiller, on va dire on cherche de l'aide. Mais ce qui serait mieux, c'est même s'il y a un petit symptôme, d'essayer de chercher de l'aide, essayer de commencer à prendre sur le sujet et à essayer de réduire les risques et à savoir comment faire pour ne pas que ça arrive à un niveau où on ne peut pas supporter ou bien à un niveau où on se pose beaucoup de questions. C'est Yao, comme dit Anna, il faut chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, apparemment, si j'ai trop bien compris. Souvent, on a ces problèmes, mais on n'arrive pas à les cerner ou on a peur d'aller vers ces problèmes. Elle nous parle d'aller chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Thierno. Appelez-moi Yao, c'est bon. Laissez monsieur, ça me fait peur là. Non, mais c'est... quand elle m'a parlé, j'ai tiqué un peu, j'ai dit, mais non, oui, il faut aller chercher de l'aide, mais chez qui? Chez qui il faut aller chercher de l'aide? Marie-France, chez qui? Anne-Marie, et Amma, chez qui? Tout le monde, c'est go, go, go. Et c'est ça que je dis souvent à mes collaborateurs. Aujourd'hui, il faut qu'on ait moins de gestionnaires, mais plus de leaders. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, Amma, tout le monde a besoin d'être écouté. Mais qui veut nous écouter? Tu viens au boulot le matin, ta gestionnaire ou ton gestionnaire a déjà des objectifs. Lui aussi, le DG le veut. Le DG est soumis aux exigences du CA. Et si c'est une compagnie publique qui est cotée en bourse, les gens veulent l'investir pour le cash. L'aide dont vous êtes là, nous voulons tous parler parce que nous avons besoin d'être écoutés. Mais il n'a pas cette écoute. C'est ce que je dis aux gens souvent au travail. Écouter ne veut pas dire solutionner. Regardez dans le temps. Moi, je prends le Go, j'habite à Brampton. Ben, le Go de 6h50 que je prends, je vois des gens qui ronflent. Et ils vont venir travailler le soir. Quand nous montons dans le train, il n'y a personne qui se parle. On est tous vannés. Mais est-ce que nos gestionnaires, est-ce que nos collaborateurs, est-ce que nos collègues arrivent à détecter le signal que l'alerte Marie-France a besoin d'écouter, d'être écoutée? Est-ce que, je l'ai dit dans le dernier cours de sortie, je l'ai dit, est-ce que il y a de la place, je réserve 5 à 15 minutes dans la journée pour dire ok, il faut que quand Marie-France va venir, elle vient dans Marie-France, as-tu quelque chose à me dire? Assieds-toi. Combien de fois vous regardez-vous quand votre collègue entre dans votre bureau et ferme la porte d'Amos, Marie-France ou bien Amma, ou bien Terno, j'ai quelque chose à te dire, et tu l'écoutes pendant 5 minutes, tu dis, tu vois, désolé, ça va marcher, ça va aller. Et regardez son regard qui brille. Mais on n'a pas ce temps-là.
C'est ça, en fait. C'est l'écouter. C'est là que on va passer. Les gens veulent être écoutés. Mais il n'y a personne. Parce que tu arrives, je suis financier. Je dis, quand tu travailles dans le département des finances, c'est le département le plus stressant. Le type peut pas commencer son emploi, peut ne pas signer son contrat. Il s'en fout. Mais à la fin du mois, essaie de manquer de 1 sou. Il va venir. Et c'est le milieu aussi. On va arriver où vous voyez, c'est le département où vous voyez toutes les injustices. La pauvre dame qui fait le compte payable, comment elle est payée. Et il me voit, moi, qui passe là, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose, il voit, mais mon Dieu, voici les causes. Mais est-ce qu'elle va venir vers moi, qui voit qu'il a une grande injustice? Mais comment est-ce que moi je fais pour aller vers elle, pour dire, OK, tu peux me parler. Voilà, je vais laisser Marie-France, désolée, et à moi parler en attendant. J'aurais le goût de répondre, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Amos raconte. Et puis, je pense aussi qu'au Canada, malgré que c'est un pays avec beaucoup de ressources, les services de santé mentale ne sont pas disponibles facilement. Donc, si on est chanceux, on a peut-être accès à des ressources en travail social, du counseling. On est chanceux qu'on a le Centre francophone, on a Oasis, on a des organismes qui offrent un certain montant de counseling. Dans certaines grandes compagnies, on a accès à des services aux employés aussi. Alors, moi, je me souviens à un moment donné, j'étais quand même assez jeune, il y a peut-être une vingtaine d'années de ça, mais c'est ma mère qui avait un problème de santé mentale. Ma mère qui était au bout de son rouleau au travail. Et puis, ça affectait son sommeil, puis ça affectait sa santé mentale. Et puis, grâce au système d'appui aux employés de mon entreprise, j'ai réussi à lui trouver quelqu'un. Et c'est pas moi qui avais le problème de santé mentale, mais j'étais stressée parce que ma mère avait un problème de santé mentale. Et grâce à ce système-là, j'ai réussi à trouver une ressource pour elle et ça l'a aidé beaucoup. Et elle a réussi à prendre la décision qu'elle allait prendre sa retraite, qu'elle était fatiguée. Et puis voilà. Mais donc, c'est de dire qu'il n'y a pas d'équité dans l'accès aux services de santé mentale au Canada encore. Et dans une province riche comme l'Ontario, je trouve que c'est encore assez scandaleux, en fait. Et donc, c'est certain qu'au travail, je pense une conscience des effets de la santé mentale et de gestes comme ce que vous décrivez, Amos, d'être à l'écoute, de savoir reconnaître les signes. Ça, je pense que c'est des choses qu'on peut faire qui coûtent pas trop cher puis qui peuvent aider et de pouvoir diriger les gens vers les bonnes ressources. Mais finalement, souvent, ça peut être que ça peut être d'ouvrir la porte et puis de dire comment ça va. Ouais, assieds-toi, prends le temps là. De me parler. Ouais. Justement, cela arrive à un mot qui revient souvent en sus de dépression et stress, qui n'est autre que le burn-out. Saviez-vous un peu que le burn-out n'est pas officiellement reconnu comme une maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé? Il entre plutôt dans la catégorie des troubles d'adaptation, étant décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments: un sentiment d'épuisement, du cynisme plutôt, et du sentiment négativiste lié à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Ça, c'est une question que parce que ça part dans le même sens. À la fin, on revient au burn-out. Pour en revenir revenons un peu en arrière. Avez-vous déjà connu une épisode de burn-out, ou connaissez-vous des gens que vous avez fréquentés qui ont eu quand même ça, Ama? Oui, je connais des gens. Moi, personnellement, j'ai pas encore été sujet de ça. Mais oui, je connais des gens qui ont fait des burn-out dans leur travail et finalement, ils ont laissé tomber ou juste à changer de domaine parce que en fait, la personne cherchait un travail tout au coût. L'histoire est que la personne ne travaille pas dans son domaine. Et le domaine dans lequel elle s'est engagée à
à travailler, mais juste parce qu'elle avait besoin de joindre les deux bouts. Donc, du coup, elle le faisait. Mais à un moment donné, le stress, c'était trop pour elle et elle n'en pouvait plus. Du coup, elle a laissé tomber. Même si elle avait laissé le travail là, elle a attendu pendant un bon moment avant de retourner dans le domaine dans lequel elle avait vraiment étudié. Donc oui, c'est pas facile parce que non seulement tu es dans un domaine qui n'est pas le sien, juste parce que tu as besoin d'argent, disons, tu le fais et tu n'es pas bien encadré parce que à travers les agences aussi, oui, tu veux un travail, on a trouvé un travail pour toi, donc tu vas, tu le fais. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de comment tu vas, il n'y a pas de tout ça pour voir comment ça se passe. Donc, c'est quelque chose de très difficile aussi. On entend depuis tout à l'heure, à revenir sur deux choses. Il faut aller avant qu'il ne soit trop tard et aussi il n'y a pas de suivi. Cela me rappelle, ça repose une question avant de répondre à moi tous les deux, si vous pouvez répondre à elle. Mais connaissez-vous des gens qui ont eu ce problème de burn-out? Absolument, absolument. Si j'ai écrit un livre qui est intitulé Le bien-être en éducation, j'en ai connu. Je dis bon, je suis quelqu'un de très très sensible, très sensible. J'en ai connu autour de moi, en milieu du travail, et j'en connais même actuellement. Mais du fait que quand tu parlais d'aller chercher, il y en a qui veulent chercher, mais est-ce qu'on les écoute? Et lorsque c'est l'insatisfaction en fait, et j'en ai connu. Actuellement encore, je ne peux pas trop parler. Et la personne est passée, était allée, est revenue. Le problème là, celui qui écoute n'a pas les moyens de résoudre, mais ce n'est que des conseils et l'accompagnement. Quand la personne part, l'autre personne a rechuté et est rendue à 3 jours par semaine. Donc, j'en connais. Un point m'avait tellement touché quand Marie-France parlait. Je vais donner cet adage qui vient de ma région de naissance au Bénin. Elle disait tantôt qu'elle a vu sa maman épuisée et le service de sa maman n'avait aucune souci pour pouvoir l'accompagner. Mais elle supportait, elle subissait. Quand elle arrivait au boulot, et c'est là où on va parler de relation, équilibre, travail, famille. Elle a amené sa maman pour son service. Et souvent, il y a qui dit, chaque enfant rencontré dans la rue est comme un escargot qui se déplace avec toute sa maison et toute son histoire. Ce n'était pas toi, c'était ta maman. Et pendant ce temps-là, si ton supérieur ou tu travailles pour quelqu'un, tu dis, oui, tu ne fais rien, on te donne tout, mais tu es là, mais tu n'y étais pas parce qu'une partie de toi souffrait ailleurs. Et c'est là ce qu'on appelle, au niveau de la santé mentale, la souffrance passive. Vous accompagnez des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais du fait que vous ne pouvez rien faire, vous commencez par en souffrir vous-même. C'est-à-dire, ce n'est pas la santé mentale, mais si vous n'êtes pas empathique, vous êtes dans la sympathie, vous commencez par porter un poids qui agit sur vous. Et je suis content pour que tu aies pu faire cela, qui a soulagé ta maman, mais en même temps, ton organisme. Qui a permis que moi, je reste productive là-dedans parce que c'est ça. Alors, ça, c'est un exemple de service vraiment utile. Mais effectivement, c'est pas disponible partout. Hein? Puis, donc, c'est quelque chose qui doit être plus en place et il doit y avoir d'autres ressources justement pour ceux et celles qui n'ont pas accès à ce genre de programme. Merci pour cela. Oui. C'est une belle analyse. Vraiment, j'aime bien l'adage africain que vous avez utilisé. Tu vas nous raser quand je vais venir ici. En tout cas, c'est ça un peu l'échange de culture, l'échange dans ce genre de débat. C'est tout en plaisant aussi d'avoir des personnes comme vous qui ont assez cette réflexion assez beaucoup qui dépasse un peu les frontières. Ça me revient à me poser une autre question, hein, mais c'est là cette question que je vais poser à Marie-France directement.
Comment se manifeste exactement le burn-out? Si vous l'avez connu, si vous avez connu des gens, comment ça se manifeste? Okay. Comme Anna dit depuis tout à l'heure, il faut aller avant que ce soit trop tard. Ouais. Selon toi, comment cela se manifeste? Oui, puis là, bien entendu, moi, je suis pas professionnelle en santé mentale, mais par contre, j'ai un passé de gestionnaire, donc et aussi donc de coach. Alors souvent, on consulte un coach, mais ce qu'on aurait vraiment besoin, c'est un psychologue ou un counseling et donc, c'est à nous, comme professionnels, de pouvoir référer à ce moment-là. Moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est une agitation. Quand j'avais des employés ou des gens autour de moi, ou quand je rencontre en entreprise, même dans des groupes, des gens qui, surtout juste avant le burn-out, il y a souvent une période d'agitation. Le cerveau va à 150 000 à l'heure. Et on dirait que la personne ne finit pas une phrase. On dirait qu'elle vibre à tel point tout va vite et elle ne réussit pas à respirer. Et donc, je pense que ça peut être un symptôme. C'est peut-être quelque chose, surtout si on remarque chez ses proches ou chez des gens qu'on connaît bien, surtout si ce n'est pas la façon d'être de la personne de façon générale. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, à observer. Puis c'est mon observation de personnes de mon âge avec un vécu et non pas de professionnels, mais peut-être qu'Amar aussi, avec son passé de professionnel, a vu autre chose. Les symptômes, en fait, moi, je l'ai étudié à l'école. Ils disent que, des fois, ça peut être le manque de motivation. La personne a envie de rien faire, ne veut même pas aller au boulot, ne veut même pas aller rencontrer les gens qu'elle a l'habitude de voir. Parce qu'en fait, ce n'est pas les gens, mais rester dans cet environnement et vivre l'adrénaline qui est là, qui n'est plus au positif pour elle. Donc, c'est une espèce de grande fatigue, là. Oui, c'est un peu comme une dépression profonde, qui amène au fait de ne plus avoir de goût pour rien. Ouais. Puis j'imagine que rendu là, on est pas mal avancé dans le burn-out aussi. Là. Et ça arrive qu'un jour, la personne décide que, je ne retourne plus dans cet environnement. Et soit on cherche quelque chose, soit on prend le temps de reposer le cerveau avant de retourner sur le marché du travail. Solution après solution, du cynisme ou des sentiments négatifs liés à son travail, ce sont des émotions que tout employé avisé devrait épargner à ses employés. Parlons du fun au travail. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le fun au travail ne devrait pas être une solution pour cela? Oui, rapidement pour compléter ce que Marie-France et Ama ont dit, il y a Marie-France va le dire, quand vous allez étudier une compagnie, la première des choses, vous n'avez pas besoin de voir, de demander seulement, donnez-moi le taux de roulement, mais le taux d'absentéisme. Vous reconnaissez en même temps quel est le climat du travail. Parce que quand on est heureux, quelque part, on y va. Si les gens souffrent, je suis malade, mais j'irai voir telle personne, ça va me soulager. Mais si je suis malade, et je sais que si je vais là-bas, ça va empirer, je n'irai pas. Donc, il y a ça. Il y a aussi, les gens évitent les occasions sociales. C'est ça qui est bizarre. Quand la personne qui est déprimée ou bien qui a le burn-out, qui a besoin d'être écoutée, ne va plus vers les occasions sociales, ne socialise plus. Commence par le repli revient. Et c'est normal parce que, pourquoi est-ce que la personne a fait le burn-out? Parce qu'elle se sent rejetée ou incomprise par les autres. Et en même temps, le sentiment négatif pousse à généraliser. À généraliser. Pour la question que tu as posée, c'est en fait l'idéal. C'est pourquoi je disais... Le fun au travail. Oui, le fun, j'ai eu un article, je l'ai ouvert, mais je vais vous envoyer le lien. Je l'ai eu la semaine dernière, je l'ai partagé avec des collègues. Le journal en ligne, Les Affaires, qu'il a publié. Il faut de l'humour au travail. De l'humour. Ce n'est pas de l'humour fait sur la main. Quand tu arrives là, le matin, qu'est-ce que ça me coûte
de blaguer. Je vous assure, j'habite loin. La fois dernière, j'ai pris, c'est pas le jeudi, j'ai pris Uber. Un matin de bonne heure. Le chauffeur me prend. Bon, c'était l'autre vendredi. J'ai mis l'adresse et il me dit, Toronto Airport. I said, what are you saying? He said, I got you. Et on arrive, on s'est mis à rire. Il allait me chercher. C'est un chauffeur de Uber. Et après, il me dit qu'il est consultant financier, et ainsi de suite. Donc, c'est juste ça. Comment amener l'autre? Ce n'est pas venir danser devant lui, singer. Juste le faire sourire. Juste l'amener à rire. Juste le faire dire, Marie-France, tu es importante. Ce n'est pas le travail. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit plus ressources, mais on dit capital humain. Capital humain. Et on va revenir sur les coûts. Donc, on devrait, pour le bien de la compagnie, non pour le bien des gens, pour le bien des compagnies, on devrait avoir plus d'humour, plus d'occasion du bien-être en milieu de travail. Mais ça c'est assez important ce que tu viens de, ou ce que vous venez de nous dire. Mais Armand, en tant qu'entrepreneur et aussi chef d'entreprise, on va dire comme ça, c'est plus facile pour toi de pouvoir apporter le fun dans ton travail que ceux qui sont peut-être dans une entreprise qui n'est pas la leur. Mais toi, pour toi, c'est quoi? Comment arrive-t-on à avoir le fun au travail? Et si oui, et c'est quoi le fun? Avoir le fun au travail, c'est très facile. Déjà, moi, je travaille ici à l'école aussi, à la cafétéria. Donc, je travaille avec Guy Dongué et j'ai beaucoup de collègues. Des fois, quand on rentre en cuisine, moi, je viens très tôt avant tout le monde. Juste un petit exemple. Dès que mes collègues, ils arrivent, je les vois déjà. Je sais que aujourd'hui, je ne dois pas lui demander de faire ceci et cela. Je fais déjà sa tâche de journée par rapport à son humeur, si je peux dire. Parce qu'il y a certaines personnes, ils arrivent le matin, tu les regardes, même tu dis bonjour, il ne faut pas te répondre et tu ne vas pas leur dire d'aller couper les oignons. ça c'est clair, ça. Mais déjà, quand tu les vois arriver, tu leur dis hey, bonjour, ça va? On dirait que tu n'es pas content aujourd'hui. Déjà, là, cette petite phrase, la personne peut décider de s'ouvrir à toi. Elle va dire ah ouais, je ne me sens pas bien ce matin, donc on va prendre ça mollo. Ou bien la personne va te dire oui, je ne me sens pas bien, donc laisse-moi tranquille. Comme ça dépend des domaines. Moi, les domaines, genre les plus financiers, plus bureautiques, tout ça, c'est sûr que, disons, le vibe est différent, mais nous qui sommes qui sont sur le plancher, qui travaillons aussi, le vibe est différent. Donc, il faut savoir reconnaître, chaque jour, c'est un vibe différent d'une journée à une autre. Et nos façons de fonctionner, de travailler aussi, c'est toujours différent. Donc, en tant que employé et chef d'entreprise, des fois, quand j'engage les gens avec qui je travaille, si la personne est trop sérieuse, je dis, mais aujourd'hui, tu es sérieux, il faut sourire un peu, non? Voilà, ça détend l'atmosphère. Ou des fois, quand on cuisine, je dis, aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre ma place, on va échanger. Donc, j'essaie toujours dans l'environnement, peu importe l'environnement dans lequel je me trouve, de détendre, parce que c'est ça qui amène la personne aussi à être confortable avec toi, ne pas te voir en haut comme oui, c'est toi le boss et elle est venue juste pour faire sa mission et rentrer chez elle. C'est ça qui fait toute la différence. Et des fois même, quand on finit ici à l'école, le week-end ou bien un soir, on dit, hey, je dis à tous mes collègues, bon voilà, c'est le vendredi soir, c'est sûr, on a été un peu stressé dans la semaine, on a eu beaucoup de commandes et tout. Alors, on nous assoit quelque part, parler, passer du bon temps, parce que moi, je n'aime pas que quand on est en roche, disons, quand le temps passe et qu'on doit faire vite pour que les enfants viennent manger à midi, tu vas pas commencer à me causer de ton week-end à 9h parce qu'on a une mission à accomplir. Donc ma devise est, dès que la personne me dit comment ça se passe ton week-end et tout, surtout le lundi, moi je dis, écoute, je vais appeler la personne, si c'est par exemple Yao, écoute Yao, tu sais quoi, je suis très intéressée à écouter ton discours, mais là, présentement, entre 9h et midi, je ne peux pas.
on a une mission accomplie. À partir de 13h, je suis disponible. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu vois? Mais je pense que ce que ça s'appelle, ça, c'est créer des attentes claires, dans le fond. Et puis de dire, tu sais, d'une part, ce que tu dis à la personne, c'est « Et je comprends ton besoin de vouloir jaser. Moi aussi, ça m'intéresse ce que tu as fait en fin de semaine, mais tout de suite, c'est pas le moment. » Voilà. Et voilà. Et ça met la personne aussi en confiance. Oui. Dès que, si la personne est toujours intéressée, elle dit « Ah, mais je voulais te dire quelque chose, non? » Je dis « Oui, viens. » Et puis là, Voilà. si on oublie, ou bien c'est moi-même qui dis « Mais tu voulais pas me dire quelque chose ce matin? » Allez, donc on peut aller parler et tout et de rien. Tout ça, c'est dans le cadre de ne pas tomber au travail ou de ne pas être vraiment dépressif. Mais est-ce fun au travail veut dire créer un cadre permanent que les employés s'amusent au travail ou plutôt que ces derniers puissent trouver un plaisir à venir travailler? C'est quoi, Marie-France, exactement? Oh là là, ça, c'est une belle question. Moi, je pense que c'est surtout le deuxième, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir les conditions en place pour que les gens puissent trouver c'est quoi la source de leur plaisir de venir travailler. Et puis, ça, encore là, on revient aux motivations. Pour beaucoup de personnes, le travail, c'est les relations humaines. Donc, c'est trouver des amis, c'est trouver des gens avec des intérêts communs, c'est socialiser, c'est être en communauté, quelque part. Et ça, c'est une des choses qui est la plus motivante pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment c'est la raison d'être, c'est faire du bien, c'est peut-être aussi faire de l'argent, c'est d'avoir le contrôle sur les ressources. Alors, ça dépend. Chaque personne a différentes choses qui viennent les chercher. Pour avoir travaillé dans des grandes des corporations, on était nombreux. Je dirais que le fun obligé, là, le plaisir obligé, donc à tous les vendredis, il faut aller prendre un verre, il faut être présent et tout ça. C'est peut-être qui je suis, mais je pense que ça, c'est à la longue, ça devient si ça devient une obligation, il n'y a plus de plaisir. Donc, si c'est quelque chose qui est possible, il y a une invitation et tout est dans l'invitation. Donc là, je pense que ça peut aller. Et puis l'idée aussi pour ceux pour qui les relations humaines, c'est particulièrement important au travail, ben, on crée un comité ou on crée un petit groupe de personnes qui vont justement proposer des choses. Je pense que c'est là. Je pense que d'obliger, c'est jamais une bonne idée. Yao, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure parler de ce chauffeur de Uber. Vous rentrez, vous blaguez cette personne. Mais ça, c'est dans un cadre à l'extérieur qui n'est pas dans votre entreprise à vous. Mais selon vous, c'est quoi exactement, pour revenir à la question que j'avais posée tout de suite, selon vous, c'est quoi cette définition? Avoir le plaisir, c'est le bien-être. Ce n'est pas comme je pense, c'est le bien-être. Et Marie-France l'a dit, moi aussi, c'est le bien-être. Comment est-ce que je réalise le bien-être de mes collaborateurs, de mes employés, des gens qui travaillent avec moi? Et c'est là où je dis, il faut passer de la gestion, du management au leadership. Tout à l'heure, Amal le disait, on a souri vers la fin, oui, j'ai un deadline. C'est-à-dire, c'est ça, des objectifs précis avec un temps. Mais la personne qui veut me parler, peut-être que c'est en ce moment-là qu'elle a besoin d'être écoutée. Mais je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas le temps. Elle sait que je n'ai pas le temps. Alors, est-ce que moi, j'ai le don de l'observation? Je dis souvent, je parle sur le collaborateur, je ne passe pas. Quand je viens de moi, je ne quitte pas chez moi un matin pour dire je vais partir diriger une équipe. Mais il se fait arriver au bureau, c'est en travaillant en exécutant mes tâches, que j'arrive à vérifier si tel a fait ceci, mais ce n'est pas dans ma tête d'aller, mais comment est-ce que moi-même, alors en tant que gestionnaire, qu'est-ce qui fait que nous atteignons les objectifs qui nous sont assignés et avec à moindre coût? Parce que, bon, Marie-France, c'est la performance que nous cherchons et non l'efficacité seule. L'efficacité, ok, on m'a demandé quelque chose, je l'atteins. On me dit, ok, Amos, tu dois sortir 2 paquets de ciment. Je le sors, j'ai atteint mon résultat. Je suis efficace. Mais est-ce que je suis efficient? Si ce paquet de ciment, je dois les transporter en 5 minutes et je les transporter en 2 minutes,
donc je suis efficient, donc je suis performant. Mais si je le transporte parce que j'ai mal au dos, c'est plus lourd que moi, il n'y a pas cela, et je passe 1 heure pour transporter les 2 paquets de ciment que je devais transporter en 5 minutes, je suis efficace, mais je ne suis pas efficient, donc la performance n'y est pas. Et c'est là où on arrive. Oui. Tel employé est malade, s'en va, on le remplace, on amène quelqu'un qui fait, oui, on a atteint, mais combien avez-vous dépensé? Combien avez-vous dépensé? Une bonne question. Donc, c'est ça. Et c'est là où il faut dire aux gestionnaires, pour dire, OK, le plaisir, là, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça... Bon, je suis heureux de rencontrer Marie-France parce que Ama aussi, qui sont des gestionnaires, qui sont des entrepreneurs et qui coachent, qui sont des gestionnaires. Ce n'est pas comme nous autres enfermés dans 2 boîtes entre 4 murs. C'est des gens qui, c'est leur propre business et qui savent comment motiver pour aller chercher le potentiel qui est au niveau des autres. Comment est-ce que j'arrive à obtenir de l'autre, à aller tirer le potentiel, le meilleur de celui qui est en face de moi. Et c'est là où, je le dis partout où je passe, il faut revoir la formation de nos gestionnaires. Il faut lui dire, les objectifs que nous cherchons, la performance et non l'efficacité seule. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'efficacité? Mais attends un instant, qui toi tu es? Comment est-ce que toi, dans ton département, des gens tombent malades comme des poussins ou bien des insectes qu'on a empoisonnés avec de l'insecticide? C'est une belle chose. Mais qu'est-ce qui importe le plus? Avoir des très jolis locaux, être dans un espace de travail ludique, ou simplement un bon management ou un bon ressources humaines? Tout ça, certainement, c'est important. Puis, il y a des tendances dans tout ça. Puis, simplement, quand on est dans l'entrepreneuriat, bon, les espaces de co-travail sont très populaires, où on met des tables de ping-pong, et puis il y a des jeux vidéo dans un coin, tout ça. Et puis, l'idée, c'est que, bon, les gens vont, pour ceux qui ont peut-être moins l'occasion d'être en lien avec des collègues de travail, ça leur permet de se créer un réseau et tout ça. Je ne suis pas certaine que ça soit complètement la voie du futur, mais on fait des expériences en ce moment. Puis je pense que ça peut être intéressant. Combien de femmes travaillent en ce moment et se disent, si seulement je pouvais passer à temps partiel, j'aurais plus de temps pour mes enfants, etc. On sait tous que la semaine de travail à 35 heures et demie, c'est un peu un mythe. Hein? On fait 40, 50, 60 heures. Et puis, et plus. Et puis, donc, cette option d'un travail à temps partiel, surtout pour les parents, et je ne veux pas cantonner les femmes là-dedans, parce qu'il y a des femmes qui sont très à l'aise de travailler 60 heures par semaine. Il y a des papas qui aimeraient ça travailler à temps partiel aussi. Mais d'offrir, donc, puis là, c'est peut-être une solution plus ressources humaines, mais offrir des voies différentes pour les employés, je pense que ça part de ça. Et puis, la possibilité, justement, que les gens puissent être, à mon avis, authentiques au travail. Puis ça veut dire, ça veut dire parfois, oui, s'amuser. Il y a des espaces pour ça, c'est correct. Ça veut dire aussi combien d'entreprises ont des causes auxquelles ils ou elles adhèrent. Et puis ça permet aussi pour les gens qui ont besoin aussi de ce sentiment de faire du bien, de s'accomplir au travail. Il y a un vieil adage qui dit « Trouvez votre passion et vous n'aurez jamais l'impression de travailler ». Oui, puis ça, c'est bravo pour ceux qui trouvent leur passion et qui travaillent dans leur passion, mais pour beaucoup de personnes, moi, je dirais, c'est beaucoup l'épice de la vie, c'est beaucoup aller chercher le petit quelque chose de plus qui fait que les côtés moins intéressants de notre travail, parce qu'il n'y a rien qui est satisfaisant à 100%. Moi-même, je dois faire mes impôts, puis je dois payer, faire les comptes recevables et les comptes payables. C'est pas ce qui je ne suis pas partie en entreprise, je ne suis pas devenue entrepreneur pour faire ça, mais pourtant, je dois le faire. Donc, c'est vraiment de trouver les choses qui viennent apporter une épice à la vie, qui viennent donner de la saveur à la vie. J'ai une collègue qui a été longtemps fonctionnaire, puis je vous dirais, dans toutes ces années, elle a pas trouvé toujours que le travail était sa passion. Mais c'est quelqu'un qui avait une passion pour l'écriture et qui, le soir, les fins de semaine, écrivait. Monsieur Amos, par exemple, lui aussi, on a vu, il écrit lui aussi.
Alors, ça lui permettait à cette personne-là de s'accomplir. Alors, je crois beaucoup là-dedans. Je pense qu'on peut avoir une discussion sur le plaisir au travail, mais c'est aussi de s'interroger sur comment est-ce que je rentre au travail complètement fatiguée, comme le décrivait Amos, et puis là, je vais me coucher sur le sofa avec un verre de vin, puis une cigarette en regardant Netflix. Ben, si on a 7 jours sur 7 de ça, on va tomber en dépression, je soupçonne. Donc, c'est ça, c'est de trouver aussi comment aménager sa vie et son travail de façon à préserver cet équilibre. Sur la même chose, hein, parce que je lui ai posé est-ce un bon management ou simplement c'est les ressources humaines qui devraient s'occuper de ce problème. Mais comment établir un management bienveillant pour encourager la culture du fun au bureau? Vous, en tant que on va dire, chef d'entreprise. OK. C'est une question à vous deux. D'accord. Mais pour cette question, moi, je dirais plus que ça dépend de l'entreprise. Parce que de plus grandes entreprises, ils ont déjà leurs règlements, mais les plus petites entreprises, comme moi, je suis en train de créer pour moi, ou bien là où je travaille présentement, on essaye, comme on n'est pas nombreux, on essaie nous-mêmes de créer le règlement aussi, toutefois en respectant la mission pour laquelle on a été engagé et aussi à avoir parmi nous-mêmes, nous les employés, à essayer de créer notre propre fund et à inviter notre patron et à nous joindre. Si des fois il ne peut pas, mais nous on y va quand même, et s'il peut, il se joint volontiers à nous, et puis bon, s'il y a des activités à faire, on le fait, s'il y a des sorties à faire, on le fait. Mais en n'ayant pas travaillé dans de grandes entreprises, je ne sais pas trop. C'est à devenir. Hein? C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. N'ayant pas travaillé, même si c'est en devenir, Tchermont, déjà ce qu'on fait là, je pense que tous les petits pas qu'on est en train de faire là seront mis sur pied, seront mis sur papier blanc sur noir, pour que même si ça devient grand, pour que les gens ne pensent pas que oui, je travaille dans une grande entreprise et voici ce que ma vie va devenir, ou bien voici le niveau que ma santé mentale va atteindre. Non, il n'y aura pas de peur parce que tout a été construit déjà dès la base, et arrivé à un niveau plus supérieur, on sait que les employés n'auront pas des difficultés à ce niveau-là. C'est ce que je pense. Marie-France, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je pense que oui. Je pense que comme leader, finalement, on a une responsabilité au niveau de la culture que l'on installe. Donc, c'est une culture d'écoute. Moi, je crois à ça, finalement. Une culture d'écoute, une culture aussi où, justement, les collègues, les employés ont l'occasion de discuter puis de réfléchir à la question, puis d'y répondre. Qu'est-ce qui serait une façon d'amener plus de plaisir au travail? Est-ce qu'on a besoin de le faire? Est-ce qu'on sent qu'on est déjà à un bon niveau, puis on accomplit nos objectifs, on est performant, etc. Alors, je crois que ça commence par ça. Je pense que, oui, c'est une responsabilité du chef ou de la chef d'entreprise, mais c'est aussi une conversation qu'on a avec l'équipe. Est-ce que finalement, à la fin, les finances, est-ce qu'on va dire exactement, est-ce que l'argent que nous gagnons autour de notre boulot est exactement important à tel point d'être dans ces problèmes? Mon Dieu, tu m'as pris à l'envers. Oui, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un milieu de travail où 4 générations se côtoient. Plus on dit en finance et dans la gestion, plus vous avancez en âge, plus l'aversion au risque augmente. Écoutez un instant là. Le jeune de 20 ans qui a fini le cégep, le collège, qui travaille, il lui reste 47 ans à travailler. Ça ne va pas être... Il t'envoie un texte pour dire, tu vois, Amos, je ne viens plus. Tu vas le faire quoi? Il va partir trouver ailleurs.
Lui ne peut pas faire le burn-out. Mais ok, mais même celui qui est dans la trentaine, maintenant qui a des enfants, dit, ok, je fais partie d'ici. Surtout l'instinct maternel, la sécurité qui fait que beaucoup de femmes, surtout les femmes, restent dans une... Je ne suis pas maintenant, mais ma famille va faire quoi? C'est l'instinct maternel, la sécurité, ainsi de suite, même si... Bon, celui qui a 50 ans ou bien 45 ans, attends un instant là, tu vas partir, vas dire, ok, j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, je vais partir encore dans un autre environnement. Est-ce que donc, et ces personnes, c'est autour de 35 ans, 40 ans que ça commence, pas à 25 ans. Si ça commence à 25 ans, c'est que peut-être vous avez un problème au niveau de la famille, ainsi de suite. Mais si c'est vraiment au niveau du travail, il va démissionner parce que même celui qui a 30 ans, il aurait 35 ans de vie professionnelle à faire. Il peut aller chercher, il peut retourner à l'école. Mais celui qui a 50 ans, qui a 55 ans, il va partir apprendre d'autres logiciels, d'autres programmes. Il va chercher des noms. La personne préfère rester là. Donc, oui, ce n'est pas tant l'argent, mais c'est la sécurité. Parce que au niveau du chômage, non plus, n'oubliez pas lorsque c'est... je dis souvent aux gens, ce qui tue dans le chômage, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le sentiment de... Commencez pas à dire, je suis si inutile. C'est ça qui tue quand vous êtes en manque d'emploi. Non, ce n'est pas le manque d'argent, non. Le manque d'argent vient, mais à un moment donné, tu dis non. Je suis nul et personne ne me recrute. Je suis inutile. Donc, et c'est ça, ça ne commence pas. Donc, ce n'est pas... moi, je dis souvent aux gens, quand j'étais arrivé nouvellement, je prenais les cours d'anglais à Algonquin College. Et, bon, bien sûr, quand vous arrivez, chacun vient avec son background, mais on est dans la même salle, on faisait cours. Et, comme d'habitude, la professeure a posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Bon, des collègues, des amis, on dit, oh, nous sommes ici pour l'argent. OK. Bon. Comme je parle beaucoup, j'étais resté. Et le professeur m'a dit, Amos, non. Je dis, OK, you want me to talk? OK. Moi, je suis pas ici pour l'argent. Oh, c'est pas vrai. Mais OK, il a posé la question. Désolé. Il a pris la femme. OK. Tu es ici pour l'argent? Est-ce que tu peux aller te prostituer pour avoir de l'argent? Parce que c'est l'argent. Est-ce que tu peux aller maintenant casser une banque pour avoir de l'argent? Nous sommes ici pour le mieux-être. Et mon mieux-être, ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu ici pour me détruire au Canada. Non. Je suis venu pour me réaliser. Et c'est ça que tu parles. Et Marie-France parlait d'objectif. C'est là où Marie-France parlait d'objectif tantôt. Quel est mon objectif? Ce ne sont pas les moyens qui déterminent les objectifs. Ce sont les objectifs qui déterminent les moyens de leur atteinte. Je suis venu me réaliser. Alors, je ne vais pas rester dans une compagnie où je veux me suicider. Cela m'arrive à poser une question extraordinaire parce que ça me permet de passer à la dernière ligne droite de notre émission. Parler des limites et dérives de tout cela. Certains employeurs sont peu convaincus et parlent des dictats, si j'y arrive, du fun au travail, charge de travail excessive, une fausse sympathie, look peu professionnel avec des patrons en basket, des horaires de travail interminables ou perte d'un vrai équilibre vie privée et professionnelle. Qu'en penses-tu, Yao? Oui, mais tu as parlé, je crois que tu as parlé d'hypocrisie et les choses là, ça c'est l'exploitation, c'est se foutre de ses collaborateurs. Parce que là, tu ne vas pas vers tes collaborateurs pour tirer le meilleur d'eux, mais tu fais tout pour les exploiter, pour faire du vernissage. Et le vernis, ça ne tient pas. Le vernis ne tient pas. Et ceux qui travaillent, qui ont étudié, qui travaillent là, ne sont pas aussi, désolés, ne sont pas aussi bêtes pour ne pas savoir qu'en moins de quelque chose, pour savoir que telle personne est en train de nous caresser le boss pour pouvoir nous avoir. Et pendant ce temps, si tu m'invites à des activités où ça, je ne viendrai pas. Tu as beau, vous êtes dans des compagnies où l'environnement est mauvaise. La compagnie achète à manger, organise des fêtes sociales, les gens ne viennent pas. Parce qu'ils disent non, tu ne peux pas m'ignorer autant, tu ne peux pas me détruire autant pour m'appeler. Je ne suis pas une bête qui vient brouter pour qu'on le gorge. Donc, oui, je crois, Marie-France ou bien Ama qui l'a dit, il faut rester authentique. Yeah. Il faut rester authentique et se dire, qu'est-ce que j'ai à gagner? Parce que je l'ai dit tantôt, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'éthique sociale ou les valeurs sociales.
des gens ne veulent pas aller investir dans une compagnie qui fait ci, qui fait ça. Pourquoi est-ce que moi, je vais acheter on a vu ici, je ne vais pas appeler le nom d'une compagnie où les gens disent qu'il faut boycotter parce que cette compagnie-là maltraite ses employés. Au Canada, ici, il y a 5 ou je ne vais pas appeler le nom de la compagnie pour passer pour la publicité. Donc, les gens parlent. Est-ce que moi, je vais acheter un tennis, basket, qui est fabriqué par des gens à qui on donne $100 tout un mois, ou bien même $50. Je reviendrai dans mon second livre, Construire l'Afrique de l'avenir. Vous savez que les roses qui sont données aux femmes en Europe sont produites au Kenya, en Éthiopie et au Pérou. Et ça coûte, c'est 0,014 sous que les femmes qui travaillent là. Mais quand on offre ça ici aux femmes, le 14 février, elles sont aux anges, mais c'est des femmes africaines qui se tuent. L'éthique, il y en a qui ne veulent plus l'acheter parce qu'il faut aller bien payer. Donc, ça ne sert à rien de faire du vernis. La vérité va finir par apparaître. Il faut mieux être authentique. Et c'est accompagné. Le travail maintenant est à 2 niveaux. Il faut parler aux employés et parler à aux requins qui attendent la grosse part pour manger. Pour dire, tu sais quoi, si tu manges trop, on risque d'avoir des problèmes de personnel. Si tu manges trop, on risque d'avoir des problèmes de personnel. Cela me mène à poser la question à vous deux en tant que chef d'entreprise. Est-ce que le management à la cool peut se montrer contre-productif? Le management à la cool. Peut-être. Je pense que je vais reprendre ce thème-là de l'authenticité. J'écoutais en venant le témoignage d'un joueur des Raptors qui venait d'être échangé et qui disait, bon, dans ce métier-là, de toute façon, on doit être son propre entrepreneur, on doit savoir qu'on peut être échangé et puis finalement, c'est garder ses objectifs personnels en tête et vouloir toujours progresser et rester dans la ligue. Ça, c'était le même joueur qui, il y a quelques semaines, quand les Raptors ont gagné, c'est l'équipe, c'est merveilleux, quel merveilleux groupe de joueurs extraordinaires, quel esprit on a. Voilà, la réalité, c'est que quelques semaines plus tard, on a un petit peu désorganisé l'équipe et on devra la reconstruire. Et je crois qu'on est de plus en plus dans cette optique-là, je pense. Puis pour les entrepreneurs, pour les startups, c'est tout ça, c'est une réalité. C'est que la nouvelle génération de travailleurs, ils veulent savoir what's in it for me. Qu'est-ce que moi je vais gagner de cette affaire-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Est-ce que je vais faire des sous? Est-ce que je vais m'amuser? On peut avoir toutes sortes de différentes motivations. Hein? C'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, je reviens à ça. Je pense que comme entrepreneur, il faut savoir ce qu'on a le goût de bâtir et avec quel genre de personnes et bien s'entourer et pas tout contrôler. Parce que déjà, quand on veut être entrepreneur, surtout quand on est solopreneur, on a le contrôle facile. Donc, de s'ouvrir et puis de voir comment on veut être dans le monde avec l'équipe qu'on est en train de bâtir. Mais de savoir aussi qu'eux ont leurs propres objectifs. Anna? Vous pouvez répéter. Est-ce que le management à la cool peut se montrer contre-productif? En tant que manager. OK. Comme M. Yao l'a dit tout à l'heure, sur son exemple de bêtes qui viennent brouter l'herbe et qu'on les égorge après. C'est un management à la cool. Je pense que c'est ce que ça représente. Et nous, en tant que de notre génération, parce que j'ai des amis et des connaissances qui travaillent dans de grandes entreprises, c'est sûr qu'aujourd'hui, elles vont me dire, moi j'ai changé, ça ne fait plus mon affaire là-bas, j'ai changé. Du coup, s'il y en a qui sont conscients, qui voient on dit l'homme danger voit l'homme prudent voit le danger de loin, qui sont capables de détecter que si je fais 1 an, 2 ans là, ça va pas m'arranger, c'est mieux que je change, mais c'est bien pour eux. Mais c'est malheureux pour ceux qui ne peuvent pas repérer le danger
très tôt et pouvoir changer pour un environnement plus meilleur et rester là pour développer des anxiétés ou bien des problèmes de santé mentale plus tard. C'est très malheureux pour ces personnes-là, mais pour ceux qui peuvent détecter le danger très tôt et pouvoir changer, c'est assez bien. Donc, eux, dans les grandes entreprises, eux, ils ont déjà leur façon de fonctionner. Et ce n'est pas nous qui allons leur dire comment faire. Ils ont déjà fonctionné comme ça pendant des années et des années. Nous, ce qu'on doit juste faire, est-ce que ça m'arrange? Si ça ne m'arrange pas, je suis encore jeune, je peux aller ailleurs et me construire ailleurs. Monsieur Yao, sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez? La question, c'est... Oui, ça ne peut pas être contre-productif si c'est authentique. Est-ce que cela peut fonctionner dans toutes les structures ou spécifiquement dans certaines structures ciblées, peut-être, si vous en connaissez? Oui, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des endroits où les gens ne veulent pas avoir du plaisir? Est-ce qu'il y a des endroits où les gens ne veulent pas vivre? C'est bon. Oui, non, c'est ça. Donc, ça peut fonctionner partout. D'abord, il faut que seul, on dise, je veux me faire plaisir. D'abord seul. Quand on est deux, il faut qu'on se fasse plaisir. Quand on est trois, et comme je crois Ama vient de le dire, c'est en fonction des objectifs, en fonction des moyens. On ne peut pas commencer une entreprise à deux, ou bien au départ, et être en fait tout le temps. Mais quelles sont les bases de la motivation? Parce que c'est de créer le sentiment d'appartenance. C'est de créer vraiment le sentiment d'appartenance. Et je crois, Marie-France le disait tantôt, est-ce que les gens épousent les valeurs de l'entreprise? Quelle est la culture organisationnelle? Donc, pour moi, oui, ça doit fonctionner partout. Ça fonctionne partout et c'est l'authenticité et le désir de réaliser une communauté de gens qui s'identifient. Oui, il y aura des gens qui vont vouloir profiter. Si on met tout en place pour que tu sois à l'aise et que tu veux faire couler le bateau, écoute, tu sais, tu n'épouses pas les valeurs de la compagnie et étant donné que on va au sud, toi tu vas au nord, tu sais quoi, descends et prends l'avion qui va au nord. Donc, créer aussi du plaisir pour le bien-être pour les employés ne veut pas dire de la lâcheté qui va faire couler la compagnie. Autrement, le gestionnaire ou le leadership n'a plus la main et c'est lui qui va perdre son emploi. C'est une belle chose. Mais j'en reviens à une toute dernière question. On est malheureusement à la fin de l'émission. J'ai une juste dernière question pour savoir quels sont les pièges, les dérives ou les excès à éviter, selon vous tous, selon vous quatre, vous trois plutôt. Ben moi, je pense que c'est d'éviter d'imposer. Je pense qu'on y revient là, dans tous les thèmes qu'on a tricotés ensemble ce soir. C'est d'éviter d'imposer, mais vraiment de proposer et d'être à l'écoute. Pour ce qui est justement de créer une culture où les gens ont le goût de venir, comme disait Amos, comme le disait Ama, personne qui a le goût de venir souffrir au travail. Hein? On a tous le goût d'accomplir des choses, de le faire avec des gens intéressants et quelque part gagner un peu sa vie. Donc tout ça doit être en place. Et puis si on peut en plus s'accomplir et s'actualiser dans tout ça, mais formidable. Mais je pense qu'il y a une responsabilité de l'entreprise. Il y a aussi une responsabilité personnelle. Peut-être que c'est mon côté coach là-dedans, mais je pense qu'on a besoin de se connaître et on a besoin de... Tu sais, on ne veut pas non plus aller travailler puis empoisonner la vie des autres. Si on n'est pas heureux, si on sent qu'on n'accomplit rien, si on sent... J'ai beaucoup aimé le commentaire d'Amos tout à l'heure en disant qu'on a 4 générations au travail. Oui. Moi, ça m'arrive d'entrer en entreprise et de remarquer que, bon, il y a des gens qui sont à 2 doigts de la retraite et puis qui comptent les dodos et les heures et tout le reste. Et puis, bon, qu'est-ce que ça dit pour les jeunes, ça? Est-ce qu'on a le goût de s'investir dans un endroit où 25% des employés sont déjà là, dans leur tête, au moins à la retraite? Bon, ça, c'est pas intéressant. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir
quelle attitude on amène au travail? Est-ce qu'on a toujours le goût d'être là? Et si oui, et si on y trouve encore son compte, ben, je pense on a une responsabilité aussi comme employé d'arriver et puis de voir, bon, peut-être que mon travail n'est plus la source de toutes mes joies, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore une contribution? Puis peut-être que c'est rendu à un certain âge aussi, c'est de faire du mentorat avec des plus jeunes. Je pense que ça, guider, des fois montrer des avenues, tout ça, ça peut être très, très, très utile. Et peut-être aussi d'être cette oreille pour des employés qui ont besoin de parler. Alors, je pense qu'il y a toujours une contribution qu'on peut avoir. Moi, comme Marie-France l'a dit, c'est être toujours à l'écoute de ceux qui veulent parler, même dans mon domaine, si ce n'est pas le moment idéal. Mais c'est sûr que je fais quand même des efforts parce que nous, on est 12 personnes dans mon équipe et je suis la plus ancienne. Et ça, il arrive aussi des fois que je travaille avec ceux dans la première génération, voilà. Donc, du coup, et l'approche n'est pas toujours la même, mais moi, de mon niveau, je sais que je fais toujours de mon mieux, puisque c'est un domaine déjà très stressant. Et il faut amener des gens chaque journée à voir le travail d'un différent œil, à trouver la motivation surtout, et à ne pas se dire qu'on est là juste pour l'argent, mais on est là pour un but, on est là pour atteindre des objectifs et en plus de ça, trouver la motivation qui nous aide à accomplir ces missions-là. Ouais. Pour moi, comme l'ont dit mes collègues panélistes, c'est de regarder de l'avant pour dire okay, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que... Parce que même le gestionnaire hargneux n'est pas heureux. Oui, mais quoi est-ce que le gestionnaire hargneux n'est pas heureux et ne rend pas un grand service? Donc, bon, c'est de créer l'authenticité. Merci beaucoup pour le mot. Je n'avais pas ça en tête avant de venir, mais bon, tu me l'as passé. Donc, l'authenticité, je dis, OK, quels sont les objectifs en fait? Et aller chercher de l'aide. Je crois, je ne sais plus quel professeur avait donné cette définition du consultant. Il dit, le consultant, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu dis, regarde ma montre, dis-moi l'heure qu'il fait et je vais te payer alors que tu n'es pas aveugle. Oui, c'est aussi simple que ça. Tu as un consultant. C'est ça, quand je fais le cours sur la gestion, la consultation en gestion, c'est aussi simple que ça. Tu n'es pas aveugle. Mais c'est que tu es arrivé à un moment donné, il y a un doute et tu veux une troisième voix qui vienne te dire quelque chose. Va chercher. J'ai beau écrire un livre sur le leadership, je ne vais pas m'asseoir devant... Ça fait 3 mois que je suis arrivé. Je ne peux pas m'asseoir devant les employés de CFT pour commencer par leur donner une formation sur le leadership parce que je suis en haut. Mais je sais que Marie-France est là. Je sais que j'ai Joël, je sais que j'ai Jean, que je vais partir chercher, qui vont venir dire ce que je pouvais dire. Mais étant donné que je suis dedans, je risque de ne pas être bien écouté parce que je deviens l'initié, on dit ça en insider, je deviens un initié. Alors, peut-être que... Donc, mais Marie-France, en venant, c'est que Amos est là. Comment est-ce que tu veux que je le dise? Et c'est ça, aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, investir sur le meilleur capital. J'ai beau déposer l'argent là à la banque, ça va me mettre des intérêts, peut-être que c'est 2%, mais cet argent, je n'ai qu'à l'investir avec, créer des entreprises comme elles l'ont fait, et les gens bien traités vont le faire fructifier. Je vais nourrir, pas les nourrir, je vais contribuer à l'épanouissement de leur famille et au développement de toute la société canadienne. Alors que si je vais prendre l'argent là pour déposer dans un compte offshore, qu'est-ce que ça va faire? Rien. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous trois d'être là. Le dernier mot, si vous avez des choses à ajouter dessus, le dernier mot. Oh, merci de nous recevoir pour ce débat vraiment intéressant.
Ouais. Merci d'être venu. Marie-France? La même chose, j'aimerais remercier mes collègues et j'aimerais remercier Tierno pour son animation. C'est très bonne question. Merci. Yao? Je suis vraiment heureux, et merci à Marie-France, merci à Ama et merci à vous tous et merci aux auditeurs et merci beaucoup. Longue vie à la radio et bon courage. Merci à tout le monde. C'était Carrefour Choc, comme vous le savez. Juste pour dire remerciements à nos panélistes qui étaient là, comme je l'ai dit, pour vous rappeler un peu les panélistes que nous avions ici. Si vous me donnez un instant, oui, nous avions Marie-France Lefort, qui est présidente directrice générale de Proforem. Nous avons aussi Monsieur Yao Amosani du Centre francophone de Toronto et aussi Madame Ama, qui est aussi chef d'entreprise et qui est aussi restauratrice, si je ne me trompe pas. C'était sur cela. Je vous dis merci, à la prochaine. C'est simplement remercier aussi tout le CFT, remercier aussi M. Abel Maxwell pour nous avoir facilité avec M. Yao ainsi que les bailleurs de fonds, indiquer que le prochain forum aura lieu ce jeudi à la même heure ici sur les ondes de Choc FM 105 ans. Ne ratez surtout pas cette Carrefour Choc qui se fait chaque semaine un thème sur lequel nous allons discuter, avoir des invités sur place pour parler un peu. Vous savez que Choc FM fait partie des meilleures radios de francophones à Toronto, si ce n'est la seule radio francophone sur la bande FM. Mon nom c'est Mr. Tierno et l'émission c'est Carrefour Choc. On se retrouve prochainement sur les zones de Choc FM 105 ans. Je vous laisse en musique et vous dis à la prochaine. Bye bye, c'était un plaisir d'être là. On se revoit très 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 prochainement. Ciao.